Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint à nouveau par Sectaire. Salut Sectaire. Et salut Mythe, et c'est encore moi, oui, tu as vu. Eh oui, incroyable, donc Sectaire, toujours plus de cordes à ton arc d'orme orchestre de l'internet. Ah, toujours, donc toujours sur Twitch, évidemment, toujours sur YouTube, évidemment. Les millions s'amassent, bien entendu. Et évidemment, je travaille maintenant pour... Enfin, j'écris des tests pour dystopic.fr, qui est un magazine en ligne où on fait du jeu vidéo, on traite des jeux de plateau, des jeux de rôle, enfin, tout ce qui touche un peu au geek, d'où le jeu de mots, disto, Eh geek. Eh oui, on rit. Incroyable. Bon, incroyable. Donc voilà, ça se passe bien, ça fait beaucoup de boulot, mais ça se passe bien et on gagne peanuts parce que c'est cool. Et oui, parce que évidemment, si on est indépendant et qu'on n'est pas financé par la publicité, ça marche moins bien. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas le but. C'est pas grave. C'est pas le but du tout. On est là pour la passion. Exactement. Et donc, ça tombe bien que tu nous fasses cette introduction en parlant un petit peu de tous ces loisirs associés à l'univers des geeks, puisqu'on va parler de quelque chose qui est un petit peu à l'intersection de tout ça, un peu à l'intersection du jeu de plateau, du jeu de rôle et du jeu vidéo, puisque nous allons parler d'un titre qui a fait couler beaucoup d'encre depuis sa sortie, et qui continue de faire couler de l'encre à cause du studio qu'il a produit. Il s'agit de Divinity Original Sin 2, sorti le 14 septembre 2017 et édité par l'Ariane Studio. Absolument, qui est une longue suite, Divinity Original Sin 2, qui est une longue suite de Divinity, puisque je crois que ça remonte, d'après en tout cas Wikipédia, qui est ma source principale de connaissances, ça remonte à 2002, dis donc. L'Ariane avait déjà produit des jeux. Ah oui, non, mais Divinity, c'est incroyable, hein. C'est-à-dire que si vous pensez que Nintendo en fait des tonnes à mettre Mario dans toutes les activités possibles et imaginables, sachez que l'Ariane fait pareil avec Divinity depuis 2002. On a de l'action RPG, on a du tour par tour, on a du jeu de gestion, on a même, je crois, du combat aérien à dos de dragon. Enfin, le deep lore ne s'arrête jamais. Et en fait, c'est un jeu, si tu veux, moi je l'avais découvert, je pense, à peu près comme la majorité des gens qui n'étaient pas dans cette série. Je l'ai découvert avec Divinity Original Sin le 1, donc en 2014. Et tout à fait. J'ignorais complètement qu'il y avait tout un lore autour. Donc, tu vois, j'avais vraiment l'impression de débarquer un peu comme quand tu débarques à une table de jeu et que tout le monde sait de quoi ça cause, sauf toi, tu vois. T'es là, genre, bon, ok. Et donc, il mettait il parlait de choses dans le jeu même, comme si c'était évident. Toi, t'es là, je sais pas de quoi vous me parlez, les gens. Je comprends pas ce que vous me dites. Donc, c'était assez intéressant. Donc, tu veux qu'on parle surtout du 2 ? C'est celui auquel j'ai joué, parce que Divinity Original Sin, premier du nom, est un jeu dont mon expérience se résume à on peut y jouer à 2 en local. Ah tiens, j'arrive pas à faire marcher ma manette. Ah tiens, on va jouer à autre chose. Et je te comprends, car ça a été à peu près la même expérience pour moi. peu ou prou la même chose, à savoir, ah tiens, on peut jouer à 2, et donc j'ai demandé au 2, et le 2 m'a dit, non, je m'en fous, moi, de tes jeux pourris. Donc c'était, tiens, tant pis, alors on va jouer à autre chose. Voilà. En gros. C'est fâcheux. Mais donc, oui, Divinity Original Sin 2, t'y as joué dans quelles conditions, toi ? Alors, moi, j'y ai joué sur PC.
J'y ai joué, j'y ai joué en ne jouant quasiment qu'à ça pendant, on va dire les 2 premiers actes. En tout cas, le premier acte, tu sais, où on est dans l'île, L'île on est prison. prisonnier là, voilà. Ensuite, l'acte 2, je crois, où on arrive, oui, c'est l'acte 2 où on arrive à sortir de l'île, enfin, et puis arriver dans le vrai monde, j'étais là: «Waouh, super!» Et puis à peu près à la fin de l'acte 2, je suis tombé sur un espèce de boss, qui était, complètement imbattable et j'ai dit: «Waouh, mais en fait, regarde, tu as plein d'autres jeux» et du coup, je n'y suis jamais revenu. Voilà, ça a été mon expérience, Une expérience assez intéressante, effectivement. Moi-même, mon expérience est assez chaotique avec ce jeu, puisque c'était à l'occasion du confinement en 2020 que je l'avais pris, puisque à l'époque, c'était un petit peu comment dire ça? L'underdog du jeu du confinement, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient à Animal Crossing, mais il y avait une petite communauté sur les réseaux de gens qui jouaient ensemble à Divinity Original Sin 2 pendant le confinement. absolument. Et je me suis dit, ah, c'est cool, ça a l'air bien, sachant que, en ce qui me concerne, j'ai une bonne dizaine de runs complètes des 2 Baldur's Gate à mon actif. Je suis fou amoureux des vues isométriques dans les jeux vidéo et j'aime bien avoir des équipements qui modifient mes capacités en jeu. Donc, je me suis dit, allons-y. Et en plus, on m'avait dit, ah ouais, Divinity Original Sin 2, tu vas voir, c'est vachement bien écrit, c'est super, le système est vachement intelligent parce que tu peux faire couler du pétrole et mettre le feu au pétrole pour attaquer les ennemis et tout. Donc j'étais vraiment à fond. Absolument. Pour des L'Ariane raisons Game, de... d'ailleurs, qui s'occupe Ouais. de l'Ariane Game, qui De va Baldur- s'occuper, je crois, de Baldur's Gate Baldur's Gate 3. C'est ça. Ouais, absolument, absolument. On aura peut-être l'occasion de réévoquer ça un petit peu plus tard. Oui, on va vachement évoquer. On va évoquer, évocation, l'une des 8 écoles de magie dans Donjons et Dragons, évidemment. Clin d'œil. Et donc, ouais, moi je l'ai acheté sur Switch, parce que il y avait tout un tas de raisons qui faisaient que c'était plus pratique pour moi de pouvoir l'avoir à portée de main sur ma petite console. Le jeu fonctionne dessus. Ils ont pris l'option les temps de chargement vont être longs, les amis. Ah ouais, d'accord. Donc le jeu tourne quand il a fini de charger. Ouais. En un sens, c'est pas forcément plus mal parce que avoir des temps de chargement courts mais des problèmes de performance, c'est pas marrant non plus. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que non, sur Switch, je le vois tellement pas sur Switch. Ah bah écoute, Je à savais un même moment pas j'en ai qu'il eu un était peu sorti marre. sur Switch. J'en ai eu un peu marre de la version Switch et j'ai pris la version PC, donc en bon gros Yankee Ouais, tu m'étonnes. qui paye plein pot ses jeux pour pas grand chose. S'il était en promo sur Switch quand je l'avais acheté, c'était une des raisons pour lesquelles je l'avais pris. Figure-toi qu'après des heures et des heures et des heures de jeu à la manette sur Switch, j'ai été très désagréablement surpris par les contrôles clavier-souris que j'ai trouvé très peu intuitifs et qui proposaient moins d'options que ce que je pouvais faire avec ma manette. Non, alors là, non, le truc, c'est que j'ai fait clavier-souris tout de suite, donc j'avoue que... Enfin, pour moi, si tu veux, je suis vraiment tu sais, ce genre de gars, on me dit que c'est sur PC, donc c'est clavier-souris, tu sais, un peu basique, comme ça. Oui, je vois. Oui, bah ça, évidemment. Et mais donc, bah, écoute, bah, figure-toi que quand tu joues à la manette, tu as un bouton pour faire une espèce de cercle d'écolocalisation autour de toi, et ça te fait apparaître un menu avec une liste de tous les objets avec lesquels tu peux interagir dans la zone d'écolocalisation. Ce qui fait que c'est très facile de tout ramasser autour de toi sans avoir à passer la souris partout, parce que tu peux pas faire tab comme dans un jeu normalement constitué pour tout mettre en surbrillance. Mais non. Et non. Et ça m'a beaucoup manqué en jouant en clavier-souris. Donc j'ai fini par revenir sur Switch pour le terminer.
Ah oui, d'accord, ok. avec des transferts de sauvegarde qui prenaient, grâce à ma connexion internet de grande qualité, entre 5 et 10 minutes à chaque fois. Oh là là. Donc j'étais déter, hein, comme disent les jeunes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'étais super motivé quand même, parce que J'étais là, extrêmement motivé. Moi, ça m'avait l'air. J'avais l'impression que ce jeu avait beaucoup à m'offrir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire en tout 150 heures sur le jeu en arrivant à la fin. ok. Et ce que je veux parler dans mon expérience de jeu avec ce jeu, c'est que sur ces 150 heures, je pense qu'en temps cumulé, j'ai dû m'amuser pendant 5 heures. Waouh. Euh, Pourquoi je suis pas étonné? Tu vois, c'est ça. Et- et et c'est pas à cause des temps de chargement que je me suis pas amusé pendant les 145 autres heures. Non, clairement. Je les ai encaissés de bonne grâce. Mais tu t'es j'ai pas fait amusé, contre. quoi. Mais je me suis pas amusé. Et donc, je voulais explorer pourquoi je me suis pas amusé dans ce jeu où tout était indiqué qu'il était fait pour moi. Alors, j'imagine Et, que comme moi, tu es un vieux rôliste. Alors, vieux, non. Mais, Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu as de la mais bouteille. Alors, non, même pas. En fait, j'ai bon. pratiqué le jeu de rôle de manière intensive seulement à partir du confinement, justement. Avant ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, mais que j'avais peu l'occasion de faire. Tu es donc un jeune rôliste tout frais et moulu. Ouais, Qui sort de l'œuf. avant 2020, j'avais à mon actif 2 parties de l'Appel de Cthulhu et une partie de AD&D deuxième édition où c'était des enfants entre 6 et 8 ans qui lançaient des dés. Ah oui, d'accord, ok. Tu étais pas du tout. Non, moi je pensais que tu étais un vieux rôliste comme moi, tu vois. Alors, Vraiment des années d'expérience. ah non, moi j'ai longtemps fantasmé sur l'idée de faire du jeu de rôle, mais j'ai très peu eu l'occasion de le faire. D'accord. Non, mais Donc, ok, donc on n'a pas forcément. C'est intéressant de confronter du coup les points de vue parce qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes sur le jeu de rôle oui, en non, jeu moi, vidéo, quoi. non, effectivement, moi, mes attentes sur le jeu de rôle en jeu vidéo, c'est pas compliqué. C'est est-ce que ça ressemble à Baldur's Gate? Et si je m'y amuse comme à Baldur's Gate, c'est cool, tu vois. D'accord, ok, ouais. Donc oui, donc forcément, Divinity Original Sin aurait dû te plaire. Oui, il avait tout pour me plaire, sachant que on en parlait en off. Moi, je fais partie de ces gens qui ont beaucoup aimé Pillars of Eternity. Oui. 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 Alors, je te dire, moi, alors, mes expériences de jeux de rôle vidéo, après on pourra parler d'expériences de jeux de rôle papier, enfin sur table, après si tu veux, mais au niveau expérience de jeu de rôle, enfin de CRPG comme on dit, parce que je vais pas compter les JRPG qui à mon avis ne rentrent pas dans ce qui nous intéresse. J'ai commencé, comme tout le monde, par Baldur's Gate. Baldur's Gate, quand il est sorti, je n'y ai pas joué tout de suite parce que j'avais pas d'ordi à ce moment-là, mais j'ai joué peut-être 1 an après. Donc ça a été une espèce de révélation, étant un jeune adolescent rôliste à ce moment-là. Baldur's Gate sort, c'est waouh, je vais pouvoir faire du jeu de rôle, mais sur ordinateur, tu vois. Ensuite, j'ai joué donc évidemment Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, le Temple du Mal élémentaire, des trucs de l'œil noir, enfin, il y avait de tout à un moment, il y avait une profusion de saloperies, je suis désolé, je spoil un peu la suite de mon argumentaire. Mais... Non, mais ça sortait dans tous les sens. Est-ce que tu as aussi fait Planescape Torment et Icewind Dale? Évidemment, hein, comment ne pas les faire. Ensuite, j'ai fait... ensuite, il y a eu un gros creux. Et ce gros creux, je pense, de ces jeux-là, hein, de ces CRPG-là précisément, est induit par toute la mouvance World of Warcraft, MMO, etc., hein, où ça a été du MMORPG pendant tout un temps, donc il n'y a eu rien ou quasiment rien qui est sorti où c'était confidentiel. Et ensuite, on est revenu, comme tu dis, il y a eu cette espèce de renouveau, je crois que c'est en 2011, 2012, non? C'est quand Alors, Pillars, c'est 2014 aussi, en fait. 2014, voilà, donc en gros, voilà, 2013-2014, il y a eu un espèce de revival du CRPG, et maintenant on en bouffe à toutes les sauces. Et donc j'en ai fait dans le tas, pas des masses, mais j'en ai fait pas mal.
Et c'est vrai que Divinity, DOS 2, on va l'appeler DOS 2 parce que c'est chiant, il cochait un peu toutes les cases. Et j'ai été comme toi, c'est-à-dire qu'au début, en fait, moi, j'ai adoré le premier acte. Voilà. L'acte où on est prisonnier sur l'île et puis on veut s'échapper de cette île et on essaye de voir. Il y avait un côté un peu Lost, tu sais. Ouais, oui, Voilà. tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu sais pas trop ce que tu fous là. J'aimais bien ce build-up et j'aurais bien aimé que ça s'arrête à la fin en fait. C'est-à-dire j'aurais bien Oui, surtout aimé, que ça s'arrête sur un combat de boss qui est dantesque. déjà assez dantesque. Et ouais, ils se sont enfuis et puis qu'est-ce qui leur est arrivé après? Voilà, on sait pas. Est-ce que c'est important? Pas vraiment. C'est ça. Et alors, je pense que vu notre monde, notre mode de consommation actuel, s'ils avaient fait ça, ils se seraient fait défoncer par tout le monde. Puisqu'on parle de quoi? 30 heures de jeu, je crois, 20 heures de jeu, le premier acte, on va dire, en prenant son temps. Ouais, si tu veux vraiment tout faire, ouais, dans ces eaux-là. 30, un truc comme ça. Bon, enfin, autant dire que 30 heures de jeu de nos jours, un CRPG, vous le vendez avec 30 heures de jeu, vous pouvez tout de suite déposer le bilan. Hein. Tout le monde va hurler, parce qu'a priori, on achète au poids. Tu vois, c'est vrai qu'on achète un peu au poids. Ou alors, t'es obligé de le vendre à 8,99 €, quoi, ton CRPG de 30 heures. C'est ça. Donc, en fait, j'ai été comme toi, c'est-à-dire que je te l'ai dit en off, mais en gros, je suis arrivé à l'acte 2, j'ai fait l'acte 2, je suis arrivé au boss de l'acte 2, je me suis dit, ok, là, c'est bon, c'est fini. Ça continuait, je dis, ok, non, stop. Voilà, ça suffit parce que je sentais que ça allait être une répétition. Voilà. Oui, mais surtout, on va spoiler 2-3 petits trucs. Hein. On va pas insister sur les spoilers parce que c'est même pas ça le problème que j'ai eu avec le jeu. Mais à la fin de l'acte 2, on te parle d'aller dans la grande ville du royaume, qui est littéralement au bout d'un pont dont on peut voir le début dans la zone de l'acte 2. C'est ça. Et on n'y va pas. Et on va faire un énorme détour et il va falloir attendre l'acte genre 5 ou 6 avant d'aller dans la grande ville pour l'acte final du jeu. Autant te dire que moi, j'ai lâché bien avant, j'ai vu le pont, j'ai fait ok, c'est bon, stop. Mais je pense que ces problèmes-là, que ce soit de durée, d'ennui finalement qu'on ressent, parce que c'est de l'ennui, faut arrêter, c'est malheureusement inhérent au style. Je crois que le CRPG est un style de jeu profondément ennuyeux. Alors on lâche de la hot tech. Ah voilà, il va y en avoir. Alors, je vous préviens, vous êtes venus pour de la hot tech. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a quelques-unes qui viennent derrière. C'est beau. Je pense que c'est des genres profondément ennuyeux. Pas parce qu'ils n'ont rien à raconter, parce que c'est pas vrai, ils racontent des choses intéressantes, mais juste parce que ils les racontent. Tu sais cette théorie, je fais c'est pas un coq à l'âne, mais tu sais cette théorie je crois que c'est Pratchett qui avait développé ça, où on pouvait vivre sur du temps emprunté. Et je pense que le CRPG vit sur du temps emprunté, c'est-à-dire que c'est un jeu ce sont des styles de jeu qui auraient dû disparaître au moment où on a eu assez de technologie pour faire autrement. C'est-à-dire, tu prenais l'exemple, par exemple, dans Divinity 2, là, dans DOS 2, oui, on peut enflammer l'huile, et enfin l'essence qui est par terre, et ça brûle les ennemis. Waouh! Ouais, c'est un immersive Sims, quoi. Ok, tu fais pareil dans à peu près tous les jeux du type. Dans tous les immersive Sims, dans Deus Ex, dans je sais pas, dans Prey, dans tous ces jeux-là, c'est exactement ce qu'on fait en permanence. Et donc, c'est des jeux... Sauf que là, on te le présente comme un truc extraordinaire. Vous plaisantez, c'est une blague. De nos jours, en 2020, en 2023, c'est génial, on peut enflammer encore heureux. Enfin, je veux dire... après, c'était jamais vraiment apparu dans des jeux en tour par tour comme ça. C'est ça.
C'est ça le truc, c'est que c'était jamais apparu dans des jeux en tour par tour de ce type. Donc c'est pour ça que je parle Ouais. de temps emprunté. Euh, Oui. Moi, je pense que c'est un genre qui aurait dû s'arrêter, en fait. Et j'aime Ouais, les jeux c'est de rôle. un. Oui, non, mais je vois bien, je vois bien ce que tu veux dire. Ou en tout cas se transformer, Et pas s'arrêter, se transformer. Voilà, on va dire plutôt comme ça. C'est méchant de dire s'arrêter. oui, je pense que l'Ariane a vraiment essayé de le transformer avec ce système-là. Moi, ce que j'ai, tu vois, moi, le premier acte, je l'ai recommencé 3 fois parce qu'il y a eu une fois où j'arrivais pas à battre des ennemis et je pensais que mon build était pas bon, alors j'ai relancé une partie. Il y a une fois où il y a un dialogue qui s'est mal passé avec un PNJ et il est mort et je me suis dit mais attends, ça veut dire que je peux plus parler à machin et je pourrais plus faire truc. Allez, j'ai recommencé et tu vois, ça aurait déjà dû me mettre la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Oui. Mais on m'avait dit que c'était génial, voilà. Ouais. Donc, j'ai recommencé, j'ai repris mon petit perso, machin. Après, tout dépend Et- aussi. Ouais, vas-y, excuse-moi, je t'en prie. Et en fait, un des problèmes que j'ai eu avec les systèmes de DOS et de DOS 2, c'est que je trouve que la différence avec un immersive sim comme un Deus Ex ou un Thief ou Breath of the Wild, Oui, tout à fait. c'est que dans ces jeux-là, ce sont des outils à la disposition de l'avatar de la personne qui joue, alors que dans DOS 2, si tu ne renverses pas l'huile toi-même pour y mettre le feu, c'est l'ennemi qui va le faire et ça va te mettre en difficulté. Donc c'est pas seulement que tu as l'occasion de jouer avec ces systèmes, c'est que tu y es quasiment obligé, sinon tu vas perdre. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment agacé. Oui, il y a ça. Il y a aussi le fait. Oui, en fait, ça devient un passage obligé. C'est pas trouver votre solution. C'est faites ça, sinon c'est l'autre qui va le faire contre vous. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et Ouais, ça, et c'est. ça m'a. Non, tu peux. Ouais, c'est chiant, quoi. On va dire les mots. Oui, hein. c'est chiant. C'est chiant. Non, mais c'est chiant. C'est chiant parce que c'est pas tellement qu'on est incité à expérimenter avec les systèmes, c'est qu'on est puni si on le fait pas. Mais ça fait qu'on n'a pas le temps d'expérimenter, on n'a pas le temps de voir comment ça fonctionne. Et on se retrouve à avoir des cycles de sauvegarde et de chargement pour apprendre sur le tas, dans des conditions pas terribles, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui interagit avec quoi. Tiens, il y a du feu maudit, si je le bénis, ça redevient du feu normal, et si je le rebénis, ça devient du feu béni qui soigne au lieu de blesser. Oui, non, En fait, tous ces jeux, le DOS, mais pas seulement, parce que je crois qu'il y a eu un peu les mêmes problèmes sur Pathfinder, enfin, il y avait des trucs comme ça. Je pense que c'est aussi un problème, ce que tu dis de devoir le faire, parce que sinon c'est l'autre qui le fait, etc. C'est qu'en fait, c'est pas du jeu de rôle. C'est-à-dire Non. que on nous le vend comme un jeu de rôle. Non, déjà, vous dirigez une équipe, c'est un jeu tactique. Donc, avec toutes Oui, les c'est complètement un jeu contraintes. tactique. Voilà, c'est des contraintes de tactique. Donc, oui, dans un jeu tactique, effectivement, si toi, tu te mets pas à couvert et que tu flingues pas ton ennemi, je prends par exemple dans XCOM, si tu tiens pas une position et que tu tiens pas telle position spécifique pour pouvoir avancer et pouvoir aller éliminer les ennemis, c'est eux qui vont tenir la position. C'est un jeu tactique, quoi. Et cette confusion vient de là. Et en fait, finalement, un Immersive Sims est plus un jeu de rôle, même si ça n'en est pas un, c'est plus un jeu de rôle qu'un jeu qui s'estampille jeu de rôle, en fait. Ouais, C'est ça qui est... Bah oui, et ça me fait penser, en fait, tu sais ce que ça m'évoque? Et ça va être la hot take surprise parce que c'était pas ma première hot take, mais là, ça me l'évoque. Quand on voit un petit peu tous ces systèmes qui se sont rajoutés avec la résurgence des CRPG, tu vois donc les DOS avec ce système d'éléments où tu dois donc tenir compte de comment le terrain est conçu pour agir, mais tu as aussi les deux jeux Pathfinder où tu dois gérer une ville dans l'un et gérer une armée dans l'autre. En fait, ça me fait penser à Sega
dans sa période sombre qui s'est beaucoup étendue sur les Sonic, où ils avaient peur que le gameplay de Sonic tout seul ce soit pas assez, et donc de rajouter par-dessus des sous-systèmes et du gameplay en plus, sans avoir forcément l'expertise ni le recul pour faire ça bien, ni même en se demandant si ça allait vraiment créer un tout qui allait faire une expérience de jeu qui tenait la route en tant que telle. Et donc, est-ce que finalement, ce DOS 2, ce serait pas un peu le Sonic Unleashed du CRPG? Ouais, mais malheureusement, alors je pense que, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a ça, il y a cette espèce de trop-plein de on veut pas faire comme avant, il faut qu'on rajoute un système. Tu sais, ça me fait penser, alors là aussi, je viens d'y penser maintenant, hein, ne croyez pas que c'est voilà, c'est pas du tout réfléchi. Tu sais, ça me fait penser à ce que tu viens de dire, à ces numéros, à ces suites de films d'horreur, des slashers. Et non, mais tu vas voir, attention, c'est Oui, pété, oui. mais c'est-à-dire qu'il faut que, d'ailleurs dans Scream, Wes Craven qui a complètement tué le game en créant Scream évidemment, et a expliqué dans le film lui-même à quel point les ressorts du slasher étaient bidons, mais bon bref, il montre bien que bah oui, pour le 2, bah, il faut que ce soit comme le 1, mais encore plus de meurtres, encore plus violent. Et puis il faut que le 3, ce soit plus intime, parce que c'est toujours comme ça que c'est construit, mais quand même avec plus d'effets spéciaux, plus de moyens, etc. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent, on dirait qu'ils arrivent, ils se disent, bon, ok, on va faire un... Ah non, mais attends, Jean-Bernard, tu peux pas refaire Baldur's Gate, ça a déjà été fait. Ah merde, alors on va trouver un système. Cette fois, il y aura de la construction de maison. Ah, trop bien, vas-y, on fait de la construction de maison. Et ils rajoutent des couches comme ça. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils sont noyés sous le toujours plus, tu vois. Mais Alors que ça sert à rien. Alors qu'en un sens, moi ça me dérangerait pas de. Enfin bon, c'est moi, hein, mais ça me dérangerait pas que ce soit juste Baldur's Gate avec un autre scénar et éventuellement des nouvelles classes. Ouais, mais ça se vend pas. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est juste ça. Ils se disent non, on va pas pouvoir vendre un truc pareil. Bah, j'en sais rien. Non, peut-être pas. Mais, je suis pas dans leur tête. Mais bon, ça c'est. Enfin, ouais, dans leur tête, parce que. Oui, est-ce que ça se vendrait vraiment pas? On n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Parce que tu vois, si je devais comparer, il y a en 2021, je crois, il y avait Solasta Crown of the Magister qui était sorti, c'est un jeu français, qui reprend Donjons et Dragons 5e édition, mais juste les règles, et qui a son propre univers et tout. Et bah, c'est un jeu qui n'a pas la prétention de révolutionner le genre du CRPG. Et ben, les 40 heures que j'ai faites sur Solasta, bah, j'ai pris du plaisir 35 heures. Alors, Solasta, je l'ai fait aussi. Je trouve que on arrive, bah justement, c'est intéressant parce que ça va me permettre de balancer ma super hot take. Que là j'ai préparé par contre, déconnez pas. Non, mais en plus j'y crois vraiment. J'y réfléchis longtemps, j'y crois vraiment. Solasta, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le côté tactique. J'ai adoré l'interface de Solasta. Ouais, c'était vraiment. Voilà. C'est les mecs d'Amplitude, hein, c'est ça? Alors, je crois qu'ils ont fondé un nouveau studio pour faire Solasta, donc je saurais pas te dire. C'est les anciens d'Amplitude, donc les types ils savent faire une interface, quoi. Elle est extraordinaire. Bah, mais ça se sent parce que c'est vrai que en termes d'ergonomie, ça met à l'amende tout ce qui est sorti avant. Hein. Tout. Elle est incroyable. Cette interface, elle est et puis tu sais légère. Jouez-y quand même, rien que pour l'interface. Il y a une légèreté, alors que d'habitude, vous avez dans tous les jeux, dans Divinity aussi, enfin tous les jeux CRPG veulent absolument avoir une interface. Je ne sais pas pourquoi, d'une lourdeur en skeuomorphisme là, absolument dégueulasse, où il faut absolument que les portraits ils soient dans des espèces de grosses volutes, parce que s'il n'y a pas les volutes, ça fait pas jeu de rôle. Enfin voilà, là tout est beau, tout est sobre. C'est vraiment incroyable. L'histoire n'a strictement aucun intérêt. Oui, on s'en fout complètement. Mais exactement, on s'en fout. Ça n'empêche pas le jeu d'être agréable. Bon, il m'est tombé des mains comme tous les autres. Mais c'est pas sa faute, c'est la mienne. Ouais. En fait, moi, mon problème que j'ai, c'est que tous ces jeux, et je pense que justement, c'est intéressant que tu parles de Solasta, parce que Solasta, pour moi, c'est l'opposé de DOS 2. Oui, je suis d'accord.
C'est-à-dire que c'est un jeu où le scénario est basique et où on vous montre que, ouais, on s'en fout, tout simplement parce que tous ces jeux, et je trouve que Solasta a eu comment dire, sans le savoir peut-être, mais a eu le courage, l'intelligence, ou en tout cas le courage, on va dire, même inconscient, de mettre le doigt dessus. Ce sont pas des jeux de rôle. Vous jouez pas au jeu de rôle, les gars. Vous jouez à un jeu tactique avec du texte interactif entre deux phases de combat. C'est-à-dire, vous jouez pour moi à un livre dont vous êtes le héros, ce qui est très bien, j'adore les livres dont vous êtes le héros, avec des choix multiples de temps en temps. Et ce qui est important là-dedans, et ce qui vous fait avancer, c'est les combats. C'est des combats tactiques. Et c'est tout, en fait. Quand tu y réfléchis, un CRPG, c'est ça, c'est pas un jeu de rôle. Un jeu de rôle, la définition du jeu de rôle, c'est, je parle du jeu de rôle sur table, le maître du jeu a prévu une histoire, on est d'accord, on en a tous, enfin, si vous avez déjà fait du jeu de rôle ou pas, je sais pas, mais tout à fait. Le maître du jeu a prévu un scénario. Si les joueurs autour, ils disent, bah non, mais nous, ton scénario, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est ouvrir une auberge et vendre la meilleure picole du coin, bah, c'est à lui de s'adapter. Sinon, c'est pas un bon MJ. Ou en tout cas, c'est vous remettre dans les rails d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est une chose. On est d'accord qu'évidemment, sur un ordinateur, c'est impossible d'arriver à une telle ouverture, bien entendu. Et Oui, pour forcément. moi, un jeu de rôle, un des représentants, ce que moi j'appellerais jeu de rôle dans le cadre du jeu vidéo, c'est, par exemple, Crusader Kings 3. Pour moi, c'est du jeu de rôle. C'est-à-dire que toi, en tant que joueur, tu ne fais rien. Le monde dans le cadre du jeu, bien entendu, le monde va continuer à évoluer sans toi. Alors que dans les CRPG, si tu fais rien, il est figé, il se passe rien. Forcément, tu fais rien. Tu changes pas de... Oui. Tu vois, un autre exemple de jeu de rôle pour moi, c'est Elite Dangerous. Elite Dangerous, alors tu es dans un cadre, évidemment, tu es dans un cadre fini, puisqu'il y a des règles, les règles de l'univers, les règles du jeu que tu as acheté, bien entendu, mais tu crées ton personnage, tu joues, bah ok, tu participes à ce qui se passe, bah tu participes pas, bah le monde il va courir sans toi, et puis tant pis, hein, tu joues pas, le monde il existe quand même, il existe virtuellement, mais il existe quand même. Et pareil, alors en poussant un peu, mais pareil sur des jeux. En fait, il y a très très peu de jeux de rôle comme ça. Il y en a quelques-uns dans ces espèces de mondes un peu persistants. Ouais. Ça ne doit pas forcément être un monde persistant, mais il faut. Pour moi, ça, c'est du jeu de rôle. C'est-à-dire que l'univers, je te prends un exemple parce que ça m'était arrivé en jeu. On était autour d'une table et notre MJ avait prévu un super scénario avec des dates très importantes et tout. Tu vois, il se passait des machins. Et il fallait qu'on participe. Et puis, je sais pas pourquoi, ça s'est très mal passé. On a fait complètement autre chose. Il y avait une invasion qui se préparait. L'invasion, elle a eu lieu. Vous avez rien fait, les gars. Tant pis, quoi. Fallait vous en occuper, tu vois. Oui, Ça, pour moi, c'est un jeu de rôle. J'ai fait ça aussi à ma table. Bah oui. Mais c'est normal, c'est la vie. Enfin, je veux dire, c'est un rôle. Tu joues, on ne t'impose pas un rôle. Prenons, tu parlais de l'appel de Cthulhu. Tu joues à l'appel de Cthulhu. Si jamais dans ton scénario, il y a un culte qui va invoquer un grand ancien dans le village d'à côté, si aucun de tes personnages n'y va, tant pis, quoi. Ah oui, il y a le grand ancien, et là, ça se passe mal. Oui, tant pis pour vous, fallait y aller. Enfin, je veux dire, à un moment. Donc, tu vois, là, non. Là, le jeu s'arrête. Tu joues pas à... Tu prends ton personnage, tes personnages en plus, dans les Divinity, etc. Tu as toujours un personnage principal et 3 ou 4 ou 5 suivants, tu sais. Oui. Dans Divinity, c'est d'autant plus remarquable, à défaut d'un autre mot, que tu n'es même pas obligé de créer un personnage. Tu peux choisir un des PNJ de l'écran titre pour en faire ton personnage. En plus. Mais bon, à la limite, ça, pourquoi pas des personnages pré-tirés en jeu de rôle sur table, on peut le faire aussi, tu vois. Ça me dérange pas plus que ça. Mais je pense que c'est vraiment des jeux, si vous analysez bien, si tu regardes bien au fond comment fonctionne ce genre de jeu, et ça marche aussi pour les Mass Effect, etc., c'est des livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire, c'est un texte avec des choix multiples à la fin. Si tu as envie de parler avec tel PNJ, tu vas page 4. Si tu as envie de pas lui parler, tu vas page 6. Et il se passe des choses différentes. Et je suis sûr que si on prenait
leur log aux développeurs de DOS et de tous ces jeux-là, on aurait une arborescence. Ah oui, certainement. Et ça va même plus loin parce que parfois, il y a même des choix dont tu as l'impression d'être dépossédé. Et, on finira cet épisode-là là-dessus et on va faire une deuxième partie. C'est que, tu vois, dans Baldur's Gate, tu pouvais attaquer n'importe quel PNJ et ça pouvait avoir des conséquences très graves et tu pouvais attaquer n'importe quel PNJ à n'importe quel moment. Dans Pathfinder Kingmaker, tu ne peux attaquer que les ennemis. Il n'y a pas de bouton d'attaque forcé. Si tu cliques sur un PNJ gentil, tu vas lui parler. Si tu cliques sur un méchant, tu vas le taper. Et là, dans un jeu qui est donc basé sur un système avec un alignement et donc des notions de morale assez marquées, je trouve que c'est un choix discutable de pas avoir cette option-là. Non pas que je la choisirais, parce que je trouve que c'est un grand plaisir de pouvoir choisir consciemment de faire le bien et que ça ait un effet positif sur le monde dans un environnement virtuel, alors que dans la vraie vie, c'est pas toujours facile. mais ouais, c'est des jeux qui donnent cette illusion de liberté et si par malheur il y a quelque chose, un grain de sable dans l'engrenage qui fait que l'illusion est brisée, c'est la ville du Far West avec les devantures des saloons qui s'effondrent, quoi. C'est tout pourri derrière, donc c'est vraiment compliqué. Donc on va parler plus en détail de la narration dans la deuxième partie. Restez avec nous. C'est la fin de cet épisode-là. Je vous rappelle que Hot Access Slow Burn est un podcast studio Carton C. Allez écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off, merci à Simon pour la musique du générique. On retrouve la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. On retrouvera aussi tous les liens où vous pourrez retrouver Sectaire. Et je vous dis à la prochaine pour continuer à parler de ces jeux incroyables. Allez, à bientôt tout le monde. Salut.